Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les réformes de fond arriveront beaucoup plus tard, dans les années 1770 et 1780, où on va libéraliser le régime de la noblesse, notamment, qui n'est plus obligé de servir aux armées, où on donne des chartes aux villes. Et c'est une idée de gouvernement un peu autonome, c'est-à-dire la noblesse va s'auto-administrer, les villes vont s'auto-administrer, il y aura des assemblées de la noblesse dans chaque district, avec un grand maréchal de la noblesse. Et tout un système où finalement les élites vont s'auto-administrer, mais tout ça n'arrive pas jusqu'au peuple. Oui. Et la grande question du servage, on y réfléchit, et après avoir réfléchi, on se dit, surtout, ne touchons à rien, parce que si on commence à y toucher, ça devient la guerre sociale. Et c'est ce qui se passera. C'est ce qui se passera d'ailleurs. Voilà. Plus tard. Mais le servage, du coup, sera aboli trop tard dans l'histoire de la Russie, dans les années 1860. Et du coup, il y a ce décalage considérable entre l'Europe occidentale et la Russie va perdurer, malgré les réformes de Catherine. Alors, en revanche, elle crée des institutions d'éducation en grand nombre dans la Russie, des hôpitaux, des hospices. Elle favorise les arts, la presse. Bon, ça touche une petite élite qui s'occidentalise, et c'est l'origine lointaine de ce qui va être l'intelligentsia russe, les grands auteurs et les grands musiciens, les grands artistes du 19e siècle. Sur le moment, les artistes et les littératures russes, ce sont des imitateurs très serviles de l'Occident. Oui, bien sûr. On ne peut pas citer de grands textes à valeur universelle pondus en Russie sous Catherine, ou de musique à valeur universelle, ou de grands peintres. Voilà. Non, ça viendra. Mais les fruits seront récoltés à partir des années 1820, 1830 avec Pouchkine. Voilà. Mais là, on est encore avec des personnages qui sont très très proches de l'Occident et qui le décalquent. Si on dit qu'elle pose les bases en fait de ce que va être la Russie sous Napoléon, c'est cela. La puissance, on peut c'est cela, tout à fait. Oui, c'est cela. Oui. Et les généraux qui ont combattu sous Napoléon, ils ont commencé sous Catherine. Oui, c'est ça, ils ont grandi avec elle. Voilà. Bien sûr, effectivement. Et les gens qui étaient lieutenants ou capitaines sous Catherine seront généraux 20 ans, 30 ans plus tard. C'est vrai, c'est amusant, effectivement. Qu'est-ce qui se passe avec la Pologne ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, toujours, entre la Pologne et la Russie ? C'est quoi ? C'est juste une querelle de territoire ? Alors, la Russie, traditionnellement, a trois ennemis héréditaires qui sont la Suède, au nord, la Pologne, à l'ouest, et l'Empire ottoman et les Tatars, au sud. Bon. Et à chaque fois, il y a une dimension politico-religieuse. Alors, la Pologne, c'est un royaume catholique, un royaume catholique qui, à partir du XVIe siècle, a annexé beaucoup de terres où les populations étaient orthodoxes. Et une partie de ces populations orthodoxes ont été ralliées à Rome, ce qu'on appelait l'uniatisme, c'est-à-dire qu'ils gardent leurs rites orientaux, mais ils reconnaissent l'autorité du pape. Et du point de vue russe et orthodoxe, ça a été considéré comme un danger existentiel. C'est d'ailleurs une question qui est fondamentale dans la guerre d'Ukraine actuelle. On oublie, ça a sans doute été la menace de voir les orthodoxes ukrainiens échapper à la tutelle de Moscou a pu être un des éléments qui ont décidé Vladimir Poutine à lancer sa guerre. On parle rarement et trop. Voilà. Donc la question est déjà posée à l'époque. Et de ce fait, la Pologne de l'époque, c'est pas la Pologne d'aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. La Pologne, c'est immense, c'est à la fois Pologne, Biélorussie et, je dirais, les 2/3 de l'Ukraine actuelle. Bon. Mais donc, avec de grandes populations orthodoxes. Alors, il y a eu de longues guerres russo-polonaises au XVIIe siècle qui ont fait que déjà une partie de ce qui va devenir l'Ukraine a été annexée à la Russie, notamment avec la ville de Kiev, mais tout le reste est encore polonais. Et le sud est aux Tatars ou aux Ottomans. Donc, il y a un antagonisme avec la Pologne, mais il s'est résolu sous Pierre par le fait que la Pologne, qui est dans un état d'anarchie interne, du fait qu'il y a un roi, mais un roi électif, est en fait devenue une sorte d'état satellite de la Russie. D'accord. Situation assez commode, parce que ça fait un état tampon avec le reste de l'Europe occidentale, avec la Suède, ou ce qu'il en reste, la Prusse en train de monter, et l'Autriche, et une partie de l'Empire ottoman. L'Autriche qui reste, j'allais dire, un danger aussi quand même. Alors, c'est un concurrent pour d'éventuelles expansions, mais ils n'ont jamais été en guerre à cette époque. D'accord. Donc voilà, et Catherine va profiter de la dislocation progressive de la Pologne pour
annexer une partie de ces territoires par négociation avec les deux autres puissances de la région, que sont la Prusse et l'Autriche. Ça se fera en 3 fois, 1772, 1793, 1795. Et au terme de ces partages, la Pologne disparaît entièrement pour plus d'1 siècle. Et les 2 tiers de l'ancien, ce qu'on appelait la République des deux nations, Pologne et Lituanie, reviennent dans l'escarcelle de l'Empire russe. Donc pas de façon militaire, mais par négociation. Il y a eu aussi ce que j'appellerais des éléments de promenade militaire ou de démonstration de force, exactement. Voilà. Mais il n'y a pas eu de grande guerre de grand style. De toute façon, l'armée polonaise était quasiment inexistante. Elle n'a pas pu s'opposer tellement à ces prises de possession. Et donc, au terme du règne de Catherine, eh bien, notamment une grande partie de l'Ukraine actuelle et de la Biélorussie actuelle sont russes. Dans l'escarcelle russe, très bien. C'est pas la même chose sur le sud. L'Empire Alors, ottoman, sur le sud, lui... c'est encore autre chose, puisqu'au sud, vous avez en Crimée le Khanat tatar de Crimée. Ouais. Les Tatars, ce sont des descendants des Mongols de Gengis Khan. Donc la dynastie, d'ailleurs, qui règne en Crimée descend de Gengis Khan. Mais ils sont vassaux de l'Empire ottoman de Constantinople. Et en outre, pour compliquer encore la situation, les Ottomans ont aussi en gestion directe un certain nombre de ports du nord de la mer Noire. Et toute la zone qui est actuellement le sud de l'Ukraine, c'est une zone qui n'est pas encore l'Ukraine, c'est une zone de steppe où les frontières ne sont pas très fixées entre d'un côté le royaume de Pologne-Lituanie et de l'autre, au sud, avec les Tatars de Crimée ou les Ottomans. C'est une zone de steppe où vous avez d'un côté des Cosaques, de l'autre des Tatars qui se font des guerres et des contre-guerres et des raids et des contre-raids un peu en permanence. C'est ça. Donc la volonté d'aller au sud, c'est quoi? C'est de récupérer la mer? C'est de récupérer un accès à la mer? Depuis Pierre le Grand, il y a la volonté de s'ouvrir sur la mer Noire. Pierre avait conquis une première fois Azov, c'est sa première campagne en 1696. Il a reperdu Azov à la fin de son règne. Azov a été récupéré un peu plus tard, et maintenant les ambitions de Catherine s'étendent à aller encore beaucoup plus loin. Il y a 2 grandes guerres successives contre la Turquie ottomane, qui sont toutes les 2 gagnées, livrées à la fois sur terre et sur mer. Et au terme de ces guerres, tout le sud, tout le littoral nord de la mer Noire, donc sud de l'Ukraine actuelle, plus la Crimée, plus une partie du Caucase, tombe aux mains de l'Empire russe. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.